Bienvenue dans cette masterclass avec Full Physio. Je suis Mathieu Delorme, je suis kinésithérapeute, docteur en sciences et je partage aujourd'hui mon temps d'activité entre une activité clinique de kinésithérapie respiratoire en secteur libéral et une activité de kiné-conseil auprès de la direction des actions médicales de l'AFM Téléthon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous cette thématique qui est importante chez les patients atteints de pathologies neuromusculaires, à savoir les modalités d'aide à la toux. Je vous propose de commencer par un rappel physiopathologique de la toux et des différentes indications qu'on peut avoir aux aides techniques instrumentales. Vous savez que la toux, c'est un mécanisme qu'on peut décomposer en différentes parties sur le plan, on va dire, de la succession d'étapes qui permettent de générer une toux efficace. Le premier, c'est le stimulus, éventuellement une irritation, mais vous savez évidemment que la toux peut être un mécanisme qui est volontaire. Le deuxième, ça va être de générer une inspiration profonde qui va devoir s'accompagner d'une ouverture des voies aériennes et en particulier des voies aériennes supérieures. La troisième étape va être une fermeture de la glotte et une compression de l'air qui est contenu dans les poumons. Et puis, une phase d'expulsion qui va permettre la remontée des sécrétions et éventuellement l'expectoration, ou en tout cas le fait de sortir les sécrétions en bouche, éventuellement pour les déglutir. Donc, une toux efficace, elle doit se décomposer en plusieurs critères. Le premier, c'est d'être capable d'inspirer profondément. Inspirer profondément, ça suppose prendre un volume suffisant et que ce volume soit bien réparti dans l'arbre trachéobronchique. Donc, il faudra essayer de faire en sorte que l'inspiration rejoigne un peu tous les territoires pulmonaires. Et donc, pour ça, il faudra essayer de la prolonger de manière à ce qu'elle soit la mieux distribuée possible. Il va falloir être en mesure d'augmenter la pression autour des poumons. Et donc, pour ça, il va falloir que les muscles qui permettent l'expiration soient fonctionnels, mais également que la glotte, que le larynx puisse se fermer pour permettre l'augmentation de la pression autour des poumons et donc dans les poumons. Il va falloir ensuite être capable de générer un débit suffisant qui permette de décoller les sécrétions au moment où on va ouvrir la glotte pour expulser. Il va falloir que cette toux soit puissante, qu'elle soit rapide. Et il va falloir également, on ne le détaillera pas beaucoup dans cette masterclass, mais c'est un point qui est important, que la rhéologie des sécrétions soit propice à leur évacuation. Et donc, ça implique tout un tas de choses en termes de gestion de l'humidification des voies aériennes. Et enfin, il va falloir que la pression générée pendant l'expiration ne n'entraîne pas de collapsus. Il va falloir que la paroi bronchique soit stable et qu'il y ait une coordination motrice qui soit correcte au moment de l'expectoration. Un élément important qui est à prendre en compte lorsqu'on évalue l'efficacité de la toux, c'est son caractère explosif. On va regarder ici des données de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique où vous voyez ici des courbes de débit en fonction du volume. Dans la situation A, on a une toux qui est à peu près normale. Vous voyez des petites pointes au début de chaque effort de toux. On a un aspect vraiment pointu du débit expiratoire. Si je simule, on a une toux qui fait on a une explosivité à chaque effort de toux. Dans la situation B, vous voyez qu'on n'observe plus ces petits spikes, on n'observe plus ces points, on a une courbe de débit qui est assez arrondie. Et dans la situation C, on est dans une situation d'un patient, et c'est là qui a une atteinte bulbaire, et donc vous voyez qu'on a une toux qui est totalement anarchique. Et donc dans les situations B et C, on n'a plus de spike, on a perdu ce caractère explosif de la toux. Alors, on sait depuis longtemps que la puissance de la toux est un élément qui va être déterminant pour son efficacité. Et si vous comparez les échelles d'ordonnées sur ces différentes figures, vous voyez que dans la première situation, on a presque 600 litres minutes de débit expiratoire de pointe, ce qui est tout à fait compatible avec une toux efficace. Dans la situation B, on a un débit expiratoire de pointe qui est diminué à 300 litres minutes. Et puis dans la situation C, on est encore plus bas. Donc évidemment que dans les situations B et C, on aura une toux qui a priori sera moins efficace. Mais un élément qui est important, c'est que dans la situation B et C, on a perdu l'explosivité de la toux. Vous voyez ici, en haut, la capacité vitale des patients, c'est-à-dire la quantité d'air qu'ils sont capables de mobiliser dans les poumons. Vous avez en blanc ceux qui ont des spikes à la toux et puis en noir ceux qui n'en ont pas. Et vous voyez ici que la capacité vitale est à peu près équivalente. Les patients, ils arrivent à mobiliser la même quantité d'air dans leurs poumons. Ce qui leur manque, c'est l'explosivité. Eh bien, chez les patients, quand bien même la capacité vitale soit équivalente, chez les patients qui n'ont plus
cette explosivité de tout, on a une survie qui va être moins bonne. Donc ça, c'est également un critère qui est déterminant pour l'efficacité de l'atout, qui a un impact majeur sur le pronostic des patients et qui est très clinique. Est-ce que l'atout est explosive? Oui, non, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait déterminer. Alors dans nos techniques d'aide au désencombrement en kinésithérapie respiratoire, évidemment que le désencombrement bronchique est un des éléments de la kinésithérapie respiratoire et dans ces différentes techniques de désencombrement, on peut les classer en différentes catégories. Celles qui vont viser à aider la mobilisation distale des sécrétions et celles qui vont s'intéresser au désencombrement proximal, c'est-à-dire les 4-5 premières générations de bronches. C'est ce qu'on va appeler les techniques purement d'aide à l'atout. Les techniques de mobilisation des sécrétions ne seront pas l'objet de cette masterclass, mais on va retrouver tout un tas de situations, les différentes techniques manuelles de désencombrement qu'on connaît, et éventuellement la ventilation à percussion intrapulmonaire et d'autres techniques de ce type-là. Et dans les techniques d'aide à l'atout, on peut elles aussi les distinguer entre celles qui vont aider l'inspiration, celles qui vont aider l'expiration et celles qui vont aider l'inspiration et l'expiration. Alors, les techniques qui vont viser à aider l'inspiration peuvent se faire sur un cycle unique, sur un seul effort inspiratoire. On peut le faire par insufflation mécanique, avec un appareil d'insufflation-exsufflation type coff assist. On peut le faire avec un appareil de ventilation non invasive. On peut le faire avec un relaxateur de pression type Alpha 200, Alpha 300, ça ce sont des noms commerciaux, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ces différentes structures, mais ce sont des appareils qui sont tellement répandus qu'aujourd'hui le nom commercial est relativement employé. La technique, le nom de la technique ici, c'est relaxateur de pression. Donc on peut le faire sur un cycle unique. On peut également le faire par ce qu'on appelle des manœuvres de stacking, où on va chercher à empiler des volumes les uns au-dessus des autres sur un même cycle inspiratoire. Je gonfle, je regonfle, je regonfle, et là, j'expire ou je tousse. C'est ce qu'on appelle l'air stacking. On peut le faire avec ce qu'on appelle de la respiration glossopharyngée, autrement appelée le frog, où on va finalement se servir de la déglutition pour non pas avaler l'air, mais essayer de se le mettre dans les poumons. On peut le faire avec un appareil de ventilation non invasive réglé en volumétrique ou éventuellement avec des ballons autoremplisseurs à valve unidirectionnelle. On peut également chercher, pour aider l'atout, à aider l'expiration. C'est ce qu'on peut faire avec nos techniques de drainage bronchique manuel, mais on peut également le faire avec des techniques instrumentales comme l'exsufflation mécanique. Et puis ensuite, on peut le faire évidemment avec des appareils qui vont permettre l'insufflation et l'exsufflation mécanique. C'est ce qu'on retrouve dans, excusez-moi pour le nom commercial, le coff assist, qui est très employé, mais qui est encore une fois une dénomination commerciale. Alors, s'il s'agit de classer un petit peu toutes ces aides techniques et quand est-ce qu'il faut penser à proposer des aides techniques aux patients, ben, je vous invite à avoir un peu en tête cette diapositive de Michel Toussaint, qui est belge et qui est spécialisé en rééducation respiratoire, en particulier pour ce qui concerne les pathologies neuromusculaires. Et vous voyez sur la partie droite de l'écran tout un tas de techniques d'aide au désencombrement qui sont ici classées d'une part par leur coût. Évidemment que la respiration glossopharyngée que va faire tout seul le patient va être la moins onéreuse et que l'utilisation d'un MIE, c'est-à-dire d'insufflation-exsufflation mécanique, plus éventuellement la présence d'un kinésithérapeute, va être la technique la plus onéreuse. Mais c'est aussi celle qui va permettre d'administrer le plus haut niveau d'assistance à l'atout. Et donc, on a tout un tas finalement de rapports coût-assistance qui sont présentés dans cette figure. Il y a deux valeurs que je vous propose de retenir. La première, c'est quand les patients présentent une capacité vitale inférieure à 60% de la théorique, ce qui correspond en règle générale à un débit de pointe inférieur à 300 litres minute. Eh bien, c'est des seuils qu'on retrouve habituellement utilisés pour se dire, là, il faut commencer à penser aux aides techniques au désencombrement. Le seuil de 300 litres minute et une capacité vitale à 60% sont des seuils que je vous invite à retenir. Et lorsqu'on tombe encore plus bas, moins de 180 litres minute à l'atout, ou éventuellement la force des muscles expirateurs, la PE max, inférieure à 60 cm d'eau, on est ici dans des situations où ce serait presque une erreur thérapeutique de ne pas proposer à ces patients-là des aides techniques à l'atout, parce qu'on sait qu'à moins de 200 litres minute, l'atout, c'est impossible qu'elle soit efficace. Il va falloir l'aider avec des aides instrumentales, et c'est tout l'objet de cette masterclass. Il existe tout un tas d'aides techniques instrumentales qui peuvent être utilisées pour l'aide à l'atout, et on va faire le focus ici sur le coff assist.
Quand je vous dis il existe tout un tas d'aides techniques, je vous propose ici un panorama qui n'est loin d'être exhaustif, où vous voyez que pour finalement faire de l'aide à la toux, on peut utiliser des appareils d'insufflation-exsufflation mécanique, éventuellement des appareils qui font de la percussion, éventuellement des appareils de ventilation non invasive, relaxateurs de pression, des appareils d'aide au désencombrement qui proposent de la déflation intermittente. Tous ces dispositifs-là peuvent être utilisés comme aide technique au désencombrement. Et pour ce qui concerne les dispositifs d'insufflation-exsufflation mécanique, eh bien, vous en avez pas moins de 6 ou 7 appareils aujourd'hui sur le marché, qu'on appelle communément Cough Assist, mais c'est un nom de marque. On préférera la terminologie MIE pour insufflation-exsufflation mécanique. Alors, comment ça fonctionne cet appareil? Ce sont des appareils qui vont permettre de délivrer une pression positive pendant l'inspiration qui va viser à augmenter le volume inspiré par les patients. Au moment de l'expiration, l'appareil va, entre guillemets, changer de sens et délivrer une pression négative qui, elle, va avoir pour vocation d'augmenter le débit expiratoire. On peut éventuellement accompagner cette utilisation de manœuvres manuelles et il sera extrêmement important qu'il y ait une phase d'apprentissage clinique avec le patient puisqu'il faut que la synchronisation entre l'appareil et l'effort de toux du patient soit la plus optimale possible pour que d'une part l'appareil soit bien toléré et d'autre part que la thérapie soit efficace. L'indication reine de ces techniques d'insufflation-exsufflation mécanique, c'est évidemment les pathologies neuromusculaires qui présentent un syndrome restrictif, mais par extension, on peut aussi imaginer un intérêt de cette thérapie chez les gens justement qui ont une problématique de mobilisation de volume et qui, pour ces raisons-là, ne généreront pas une toux qui sera suffisamment efficace pour le désencombrement. Je pense notamment aux sujets âgés ou aux patients qui ont des problématiques restrictives à type de kyphoscoliose, des patients comme ça. C'est également des appareils qui peuvent être utilisés chez des patients qui sont porteurs d'une canule de trachéotomie. L'objectif, c'est de compenser le déficit de toux et retenez, et c'est pour ça que je l'ai mis en majuscule, que la toux, c'est la combinaison à la fois d'un effort expiratoire puissant, mais aussi et surtout d'un volume inspiré qui sera satisfaisant et bien distribué dans les poumons. Donc, il ne faut surtout pas oublier la composante inspiratoire de la toux. Les contre-indications à l'utilisation de ces appareils sont des contre-indications assez générales liées au fait qu'on délivre des pressions plus ou moins élevées et donc il s'agira d'écarter les contre-indications d'instabilité hémodynamique ou de problématiques parenchymateuses récentes. Si on regarde sur une courbe de pression en fonction du temps le fonctionnement d'un système d'insufflation-exsufflation mécanique, eh bien l'appareil va augmenter l'impression pendant l'insufflation. On est ici à 30-35 cm d'eau d'insufflation. Et puis, au moment où le malade va tousser, eh bien, l'appareil va générer une dépression, donc une pression négative. Il va se comporter un peu comme un aspirateur. Et cette dépression va avoir vocation à potentialiser l'effort de toux. D'un point de vue purement pratique, comment est-ce que se monte le circuit d'un système d'insufflation-exsufflation mécanique? Vous allez avoir le dispositif auquel vous pouvez connecter un filtre antibactérien et le circuit. Alors le filtre, vous avez la possibilité soit de le connecter directement à l'appareil d'insufflation-exsufflation mécanique, soit éventuellement vous pouvez le connecter côté interface. Ça ne va pas avoir une incidence majeure sur l'efficacité du dispositif. Ça peut tout simplement permettre de sauver un circuit s'il y a des sécrétions qui se partent dans le circuit. Si vous mettez le filtre côté patient, il y aura juste à changer le filtre et non pas forcément le circuit au prochain usage. Il y a certains dispositifs qui nécessitent l'utilisation d'une fuite intentionnelle. C'est assez variable. Ça dépend des appareils. Il faut garder en tête que c'est des appareils qu'on va utiliser sur 2-3 cycles respiratoires d'affilée. On va faire des pauses très régulières, donc le patient ne ventile pas vraiment dans le circuit. Et donc, ce n'est pas forcément grave s'il n'y a pas de fuite dans le circuit lorsqu'on fait les insufflations-exsufflations mécaniques. Ça dépend des dispositifs, donc ça, il faut se rapprocher des fabricants. Il y en a qui sont faits pour fonctionner avec une fuite intentionnelle et d'autres non. Et ensuite, on va connecter au bout de tout ça l'interface désirée. L'interface privilégiée, ce sera un masque, mais on peut, comme je vous le disais, également le faire sur des appareils, sur des canules de trachéotomie. Attention, la plupart des dispositifs ne sont pas validés pour une utilisation sur raccord de trachéotomie, même si en pratique, c'est quelque chose qui peut se faire beaucoup. Alors, les insufflations-exsufflations mécaniques proposent différents réglages. Le premier réglage est celui par lequel je vous invite vraiment à commencer lorsque vous êtes confronté à un de ces appareils, c'est de travailler en mode
manuel. Autrement dit, c'est vous qui allez passer de l'insufflation à l'exsufflation manuellement. Vous allez devoir insuffler pendant une période donnée. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça se balade généralement entre 1 et 2 secondes. Et vous allez régler la pression inspiratoire, la pression d'insufflation. On va venir ensemble sur la façon dont se règle cette valeur de pression, mais il faudra garder en tête que cette pression délivrée pendant l'insufflation va être le principal déterminant du volume inspiré par le malade et donc du volume prétussif qui, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, est un déterminant majeur de l'efficacité de la toux. La quantité d'air qui sera effectivement inspirée par le malade va dépendre de l'effort généré. Plus le malade fait un effort important, plus il y a de chances qu'il inspire d'air. Il va dépendre évidemment de la pression que vous aurez réglée. Il va dépendre de la compliance thoraco-pulmonaire du malade. Les patients qui ont des profils très restrictifs vont avoir du mal à se gonfler et donc il va falloir dans ce cas-là peut-être pousser un peu plus fort que chez un sujet sain, par exemple. Et puis, il va également dépendre des fuites. Gardez en tête que le volume qui est monitoré par l'appareil va souvent ne pas prendre en compte la présence de fuites. Autrement dit, plus il y a de fuites, plus le volume insufflé, envoyé par l'appareil sera élevé. Il faudra prendre ça en compte et garder un regard clinique sur les valeurs qui sont monitorées par les appareils. Le deuxième réglage important, c'est la pression expiratoire, la pression d'exsufflation, la pression avec laquelle l'appareil aspire au moment de la toux. Évidemment que ce sera un déterminant important du débit expiratoire de pointe, la force avec laquelle le patient va expirer, va générer son effort de toux, va dépendre d'une part de la puissance générée par le malade, la pression générée par le patient, par ses muscles expiratoires dans ses alvéoles, mais également de la pression présente à l'ouverture des voies aériennes, c'est-à-dire au masque, c'est-à-dire la pression que vous aurez réglée vous. Plus l'écart est important entre la pression dans les poumons et la pression à la bouche, plus il y a de chances que le débit qui en résulte soit élevé, autrement dit le débit expiratoire de pointe à la toux, ce qu'on appelle le peak of flow. Je vous l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois, je me permets de vous le répéter une 4e ou une 5e fois, le débit expiratoire de pointe qui est monitoré sur certains appareils va dépendre également largement du volume courant que le malade aura inspiré. Plus il prend un grand volume, plus il y a de chances qu'il arrive à générer de la pression et à générer du débit pendant la toux. Et ça va également dépendre d'un paramètre important qui est la stabilité des voies aériennes supérieures. Les patients qui ont des problématiques bulbaires, par exemple, dans la SLA, vont avoir tendance à avoir les voies aériennes supérieures qui s'affaissent lorsqu'ils toussent. Et donc ça peut considérablement impacter le débit expiratoire de pointe. Une fois qu'on a réglé, on va dire, un mode manuel, on va revenir sur la façon dont on peut déterminer les pressions utilisées. Il existe des modes automatiques. Les modes automatiques, on va régler la pression d'inspiration, on va régler la pression d'exsufflation et on va régler la durée pendant laquelle ces pressions seront maintenues. On va régler un temps d'insufflation, un temps inspiratoire, et on va régler un temps d'exsufflation, un temps expiratoire. Je vous invite à garder en tête, on parlera d'un ordre de grandeur de valeur tout à l'heure, mais que lorsqu'on est sur un effort de toux, on a souvent un rapport I sur E qui est inversé par rapport à ce qu'on connaît en physiologie normale. En physiologie normale, on a des TI qui vont être de l'ordre d'1 seconde pour des TE qui vont durer 2, 3, 4 secondes. On a un temps expiratoire qui est naturellement plus long que le temps inspiratoire. Eh bien, lors de l'effort de toux, c'est totalement différent. On va chercher à avoir une inspiration prolongée pour une toux qui soit brève, rapide, courte, puissante, efficace. Et donc, on va avoir un temps inspiratoire souvent plus long que le temps expiratoire. On pourra régler un temps de pause qui permet d'observer une pause pendant laquelle l'appareil ne délivre aucune pression entre 2 cycles d'insufflation et exsufflation. Le dernier paramètre qui est indirectement un réglage, c'est l'interface. Je vous ai dit qu'on pouvait le faire avec des masques ou des canules de trachéotomie. Encore une fois, le masque sera vraiment l'interface privilégiée. Je vous invite vraiment à pas forcément proposer l'embout buccal pour l'insufflation-exsufflation mécanique. C'est quelque chose qui est souvent assez délicat à mettre en œuvre. Alors maintenant qu'on a parlé de la façon dont on se présente, comment est-ce qu'on peut voir une interface d'un appareil d'insufflation-exsufflation mécanique standard, je vous propose de discuter pas à pas des différents réglages qu'on peut proposer. Et pour ça, on va se baser sur un article qui a été publié par Michelle Chatwin, qui est kinésithérapeute et qui est vraiment une experte internationale dans les techniques d'aide au désencombrement. Elle travaille au Royaume-Uni. Et la façon dont elle propose d'appréhender les choses est reprise ici. La première chose qu'on va régler, c'est la pression d'insufflation. C'est la première étape. Combien je pousse ?
Avant de savoir combien je pousse, ce qui n'est pas inintéressant de faire, c'est de se poser la question, est-ce que le patient il a une ventilation non invasive en parallèle, oui ou non? S'il a une ventilation non invasive, eh bien dans ce cas-là, on peut aller regarder la pression qui est délivrée par la ventilation lors de l'insufflation, c'est-à-dire l'IPAP. Admettons que le patient soit ventilé avec 15 de pression inspiratoire, eh bien pour avoir un ordre de grandeur par où je commence quand je cherche à régler mon appareil d'insufflation-exsufflation mécanique, on peut proposer, eh bien, par exemple, de commencer à 20, c'est-à-dire 5 cm d'eau de plus que la pression d'insufflation que le patient a quand il est sous ventilation non invasive. Si ce n'est pas le cas, commencez à 15 cm d'eau et regardons ce qui se passe cliniquement. Est-ce que quand j'applique la pression d'insufflation, le thorax se mobilise bien, l'abdomen se mobilise bien? Est-ce que le patient est confortable avec ça? Est-ce qu'il me dit qu'il prend un bon bol d'air, que ça a l'air efficace? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je peux augmenter la pression d'insufflation de 5 en 5 jusqu'à obtenir l'efficacité clinique désirée, c'est-à-dire un volume courant suffisamment important et un feedback visuel. Est-ce que ça mobilise bien le thorax et l'abdomen du patient et est-ce que celui-là est confortable avec le réglage proposé? Si c'est le cas, on peut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire régler la pression d'exsufflation. Réglons la pression d'exsufflation et pour ça, ce que propose Michel Chatwin, et je suis assez d'accord cliniquement avec cette proposition-là, c'est de commencer avec une pression expiratoire qui, en valeur absolue, va être un petit peu plus élevée que la pression qu'on aura réglée à l'insufflation. Admettons qu'on soit arrivé à 30 cm d'eau de pression d'insufflation, et ben on commence à moins 35 pour l'exsufflation et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne, ça veut dire quoi? L'exsufflation, elle est là pour accompagner la toux. Est-ce qu'à l'oreille, on a l'impression que la toux, elle est plus puissante? Est-ce que ça arrive à ramener des sécrétions en bouche? Rappelons-nous quand même que c'est un dispositif qui est très clinique. L'objectif, c'est de mobiliser des crachats. Hein. C'est que le patient arrive à expectorer. Donc, vraiment, gardez votre regard de clinicien sur la façon dont vous déterminez les réglages. Est-ce que la toux est correcte? Est-ce que ça ramène des sécrétions? Est-ce qu'on a l'impression, est-ce que le patient, il nous dit que la toux est plus efficace? Et si on souhaite monitorer un peu, probablement que le principal déterminant, ce sera le débit expiratoire de pointe qui est monitoré par l'appareil. Est-ce que le débit expiratoire de pointe est meilleur en augmentant la pression d'exsufflation? Si ce n'est pas le cas, si on n'obtient pas ces résultats cliniques, eh bien on peut augmenter la pression d'exsufflation de 5 en 5 jusqu'à obtenir l'efficacité désirée. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va passer au réglage en mode automatique. Je vous ai parlé du fait qu'il existe des modes manuels et des modes automatiques. L'objectif, quand on règle un appareil de ce type-là chez un patient qui a une maladie neuromusculaire, c'est qu'il puisse se passer de notre présence pour l'utiliser. Et donc, le mode automatique a cet intérêt-là. Il va s'agir de régler des temps d'insufflation et d'exsufflation pour que n'importe qui puisse utiliser cet appareil avec le patient, qu'il s'agisse de la maman, du papa, de la tante, de l'auxiliaire de vie, de n'importe qui, sauf le professionnel de santé, parce qu'en général, un patient qui a des problèmes neuromusculaires, quand il a besoin de se désencombrer, ça ne prévient pas toujours. Une façon que propose Michel Chatwin pour régler ce mode auto, c'est à nouveau de se baser sur les réglages que le patient a sous ventilation non invasive. S'il a une ventilation non invasive, eh bien, on peut regarder le temps d'insufflation qui est présent, le temps inspiratoire qui est présent sur la VNI, puis rajouter une demi-seconde à ce temps-là. Pareil pour le temps d'exsufflation. Et pour le temps de pause, on peut partir sur un réglage bateau à 1 seconde. Sinon, on commence à 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde, et puis on voit. On voit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que l'insufflation, elle dure suffisamment longtemps pour permettre qu'on ait un espèce d'état stable atteint pendant l'insufflation? Est-ce qu'on a l'impression que la pression délivrée au masque est bien homogène avec la pression dans les poumons? Est-ce que le patient est confortable avec ça également? Ensuite, pendant l'exsufflation, est-ce qu'on a une exsufflation qui est brève, qui est rapide, qui est puissante, qui est explosive? Est-ce que entre un cycle d'insufflation et d'exsufflation, le patient nous dit là c'est bon, j'ai assez de temps entre les deux, est-ce qu'il me faut un peu plus, un peu moins? Laisse-moi reprendre mon souffle après mon effort de toux. Donc on peut tout à fait adapter ça. On modifie les réglages pour trouver le meilleur compromis entre le confort et la tolérance. Si on arrive à cette efficacité clinique-là, eh bien à ce moment-là, on peut laisser le patient partir avec l'appareil. Une autre stratégie qui me paraît importante et pertinente à proposer pour le réglage de ces temps d'insufflation et d'exsufflation, c'est de se baser sur ce qu'on aura testé dans un premier temps en mode manuel. Vraiment, il faut avoir en tête que
régler ce type d'appareil, c'est de la clinique, c'est de l'apprentissage et c'est vraiment de la discussion avec le patient. Et donc, je vous invite vraiment à commencer en mode manuel. On fait des différents cycles d'insufflation, exsufflation. Comment tu te sens là? Est-ce que tu as envie que je pousse un peu plus longtemps? Est-ce que la toux, elle dure assez longtemps? Est-ce qu'on essaie de pousser moins fort, plus longtemps, moins longtemps? Et on va regarder en mode manuel les temps qui sont monitorés par l'appareil. L'appareil nous donne ce feedback-là, ce retour-là, et à ce moment-là, ben, si on arrive en mode manuel à une toux efficace avec un temps d'insufflation qui est de 1,8 secondes pour un temps d'exsufflation à 1 seconde, eh bien voilà, on les a nos réglages en mode auto. Et il ne s'agira plus en mode auto que de déterminer le temps de pause avec lequel le patient est le plus confortable lorsqu'il enchaîne 2, 3 cycles d'insufflation et exsufflation successives. Je vous invite vraiment à faire des pauses régulièrement entre les cycles d'insufflation et exsufflation lorsque vous le faites avec votre patient. Et donc, une fois que vous avez déterminé les réglages du mode auto, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez laisser le patient utiliser cet appareil en autonomie. Donc, pour conclure de ces différents échanges qu'on vient d'avoir, il est important de retenir que l'utilisation d'un appareil d'insufflation-exsufflation, c'est quelque chose qui est extrêmement clinique. On peut chercher à monitorer tout ce qu'on veut, le débit expiratoire de pointe à la toux, par exemple, qui est quelque chose qui est beaucoup discuté, mais l'objectif, c'est de mobiliser du crachat. Et donc, votre regard de clinicien sera important sur l'efficacité des réglages. Il faudra regarder, être vigilant au fait qu'il n'y ait pas trop de fuite pendant l'application de la pression inspiratoire ou expiratoire, parce que ça peut évidemment diminuer l'efficacité de l'appareil. Donc, il faudra bien plaquer le masque au patient lorsqu'on fait les manœuvres. Ça dépendra beaucoup de la tolérance clinique et le feedback du patient sur son confort avec la thérapie est fondamental. Faudra, je vous l'ai évoqué, être vigilant vis-à-vis de la stabilité des voies aériennes supérieures. Les patients qui ont des problématiques bulbaires sont souvent malheureusement des mauvais candidats pour ce type de thérapie. Et il faudra aussi et surtout essayer, tant que possible, d'initier cette thérapie à un moment où le patient est stable. Quand il est encombré, quand ça ne va pas, il va en avoir besoin en urgence. Et donc, si tout le travail de familiarisation avec le fonctionnement du dispositif peut être fait en amont, eh bien, c'est évidemment quelque chose qui sera bénéfique pour le patient parce que le jour où il en a besoin en urgence, ça prend 2 secondes à brancher et c'est parti, on est efficace d'emblée. Et le dernier objectif dont je vous parle, mais qui est central, c'est que l'objectif, c'est que le patient puisse s'en servir à tout moment. Et donc, l'objectif, c'est qu'il n'ait pas besoin de vous. Donc, il s'agit de régler un appareil pour lequel le patient va être autonome vis-à-vis de cette utilisation, mais les patients neuromusculaires, vous vous doutez bien que la plupart, ils ont déjà du mal à mobiliser leur fauteuil roulant avec le joystick, ils ne vont pas aller chercher eux-mêmes l'appareil, se brancher, se tenir le masque. Et donc, il faudra accompagner les principaux aidants familiaux, que ce soit l'entourage, la famille, mais également les auxiliaires de vie, les former à l'utilisation de ce dispositif, idéalement en état stable, pour que le jour où ils sont auprès du patient et que le patient a un poumon qui se bouche à cause d'une malheureuse sécrétion qui se met dans une bronche souche, on arrive à éviter une hospitalisation simplement avec 2-3 efforts de toux avec un appareil de ce type-là, pour peu qu'il y ait l'aidant qui soit là, qui soit formé et qui sache se servir de cet appareil. Un message un peu plus philosophique que je voulais vous passer ici, c'est que si on regarde les modalités de prescription de ce type de thérapie, aujourd'hui en France, c'est peut-être applicable ailleurs, mais c'est quelque chose qui est prescrit dans des centres de référence avec des gens qui sont ultra experts, dans des équipes pluridisciplinaires, hospitalières, mais que c'est quelque chose qui est utilisé au domicile. Et donc, c'est extrêmement important qu'il y ait une collaboration étroite entre les centres de référence des maladies neuromusculaires et tout ce qui gravite autour du patient à la maison, que ce soit les kinésithérapeutes, mais aussi, j'en ai parlé, les aidants familiaux, les auxiliaires de vie. Toutes ces personnes-là vont avoir une implication et une importance fondamentale dans le vécu du patient à domicile et également dans son pronostic. Donc vraiment le partenariat ville-hôpital dans ces maladies-là, probablement plus qu'ailleurs, est extrêmement important, même si évidemment que le partenariat ville-hôpital est quelque chose qui est désirable dans n'importe quelle indication. Je vous propose, pour nous quitter, de vous proposer 2 références qui sont intéressantes à avoir en tête.
La première référence que je vous propose, elle est en anglais. L'auteur principal, c'est Michel Chatwin, mais ça fait intervenir un consensus d'experts assez large, international, essentiellement européen. Et vous avez ici vraiment un état des lieux des différentes techniques d'aide instrumentale qui peuvent être proposées chez les patients atteints de maladies neuromusculaires. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, je vous propose vraiment ces deux revues-là qui sont en français et qui sont pour le coup extrêmement bien faites également, qui porte la première sur l'utilisation spécifiquement de l'insufflation-exsufflation mécanique par Michel Toussaint et collaborateurs, et le deuxième avec William Poncin en premier auteur sur les différentes aides instrumentales au désencombrement. C'est un article qui est tiré d'une série récente sur la kinésithérapie respiratoire qui a été publiée dans la Revue des maladies respiratoires. Et donc, je vous invite vraiment à consulter ce document qui est extrêmement bien fait. Et je vous remercie pour votre attention.